que je trouve vraiment intéressant parce que on est dans le médical, dans la bio appliquée, sur le diabète de type 1 et sur le diabète de type 2, puisque vous ne passerez pas d'épreuve écrite en SP, donc le fameux thème 2.2. Avant de passer, vous m'avez posé quelques questions. Certains souhaiteraient que je revienne sur le cycle de Krebs, la fermentation, etc. Il n'y a aucun problème, c'est prêt aussi là pour aujourd'hui. Mais avant de faire ces petites révisions-là, j'aimerais bien qu'on regarde 2 sujets de bac que vous n'aurez pas, mais que je trouve intéressant pour développer votre culture G dans le cadre du diabète de type 1 et diabète de type 2. Cette finalement dichotomie entre l'aspect, la cause environnementale et la cause génétique. On est même actuellement en recherche sur des causes épigénétiques. Alors l'épigénétisme, on en a un tout petit peu parlé, c'est totalement hors programme. Il y a une chaire d'épigénétisme qui existe maintenant depuis 2012, je crois. Et l'épigénétisme, c'est finalement l'environnement qui va agir sur l'expression différentielle de vos gènes, notamment par des ajouts, par exemple, de groupe CH3, de groupement méthyle. On parle de méthylation. Et votre environnement, ce que vous mangez, le stress quotidien que vous pouvez avoir, il y a plein de facteurs environnementaux qui jouent sur votre ADN, sur sa méthylation. Et il y a ce qu'on appelle des îlots CPG. Alors, c'est dans vos 3 milliards de paires de bases, il y a des successions de bases azotées, cytosine, et guanine. Et ces petits îlots-là, c'est des bons candidats à des méthylations. Et alors, pour l'enzyme qui fait la méthylation, c'est une méthylase, hein, c'est tout bête. Et en fait, cette enzyme, alors c'est nouveau, hein, parce que c'est encore c'est un petit peu encore dans le domaine de la recherche, ça devient public, parce que dès qu'on trouve quelque chose, c'est publié. Généralement, les publications qui sont éditées par les laboratoires publics sont accès par tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être enseignant-chercheur pour y avoir accès. C'est en anglais, mais c'est de l'anglais bio, donc c'est facile, c'est assez transparent. Et donc, ce qui est juste énorme, c'est qu'on a mis en évidence que l'environnement activait la méthylase, qui se met parfois à méthyler des séquences d'ADN. Et ces séquences d'ADN, si ce sont des séquences codantes, elle va éteindre l'expression d'un gène. Donc ça, c'est assez fort. Ça veut dire que, sans parler de Lamarck en termes d'évolution, vous vous souvenez, Lamarck, il pense que la fonction crée l'organe et qu'en gros, si la girafe a un long cou, c'est pour aller chercher les feuilles d'acacia qui sont en hauteur. Mais sans aller jusqu'à ce truc assez hallucinant et qui n'est pas qui est faux, hein, la girafe qui a un long cou, c'est pas parce qu'elle a tiré dessus que le cou a poussé et qu'elle l'a transmis à sa descendance. C'est par le biais du hasard, une innovation, une mutation fait que dans un groupe d'individus, vous avez eu un cou long et cet individu, à un instant T, eh bien, ce caractère innovant lui a apporté un avantage adaptatif qui fait que la girafe a pu manger plus, avoir une fitness plus grande et transmettre à ses descendants. Bref, Lamarck, lui, pense que c'est l'environnement qui vous façonne, hein, c'est la théorie lamarckienne, de transformisme, on parle de transformation, de transformisme. Eh bien, en fait, l'épigénétisme, c'est pas du lamarckisme, mais quand même, c'est dire que c'est votre environnement qui joue sur l'expression de vos gènes. Et ça, je vous en avais un petit peu parlé. Le côté méthylation de certaines zones de l'ADN induite par l'environnement qui peut éteindre un gène ou au contraire l'activer. Enfin, la méthylation, ça l'éteint. En l'occurrence, ça éteint un gène. Eh bien, ça, c'est quand même assez fort. Et plus fort encore, on a mis en évidence que pendant le développement fœtal, si vous stressez des souris, il y a plein de façons de les stresser. Ça peut être un stress alimentaire, ça peut être du bruit, ça peut être de la lumière. Hein. Stresser, ça veut dire changer un paramètre de votre environnement que vous avez normalement intégré dans votre comportement et pour lequel votre organisme est habitué. C'est pas faire ça y est, je l'ai stressé. C'est pas ça un stress en biologie. Un stress en biologie, c'est une modification d'un paramètre de votre environnement. Ah, Anis est avec nous. Bonjour Anis. C'est une modification donc d'un paramètre de votre environnement qui va modifier un petit peu l'homéostat de votre organisme. Votre organisme, il est habitué à avoir tant de sucre par jour. Eh bien, si vous faites un régime sans sucre d'un seul coup, vous le stressez, votre organisme. Donc, un stress, ça va être une variable
une variation d'un paramètre rapide. Par contre, si vous avez décidé de diminuer votre quantité de sucre par jour, progressivement, en fait, vous n'allez pas être dans un phénomène de stress et donc votre organisme va s'habituer régulièrement et à la fin, à la fin, vous pourrez enlever le sucre. Je n'ai pas dit qu'il fallait enlever le sucre dans l'alimentation, hein, c'est juste un exemple. Est-ce que ça va pour tout le monde? Par exemple, commencer à fumer, c'est un stress puisque votre organisme, il n'est pas habitué du tout à la nicotine. Au fur et à mesure, vous allez l'habituer. Donc, votre organisme va être dans un état d'équilibre. On parle d'équilibre homéostatique. Il y a une balance dans les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine. Voilà, vous êtes habitué à votre cigarette quotidienne, etc. Si vous augmentez la quantité, vous êtes dans un phénomène de stress puisque vous avez moins de récepteurs que la quantité de nicotine que vous absorbez. Donc, rapidement, votre organisme intelligent essaye de remettre son équilibre. Vous passez à 1 paquet par jour, progressivement, voilà. Si vous décidez d'arrêter, eh bien, si vous enlevez directement la nicotine, là, vous êtes en stress. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, un stress, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, qui est dû à quelque chose de mauvais. On pourrait se dire, arrêter la cigarette, c'est déstressant. Non, pas du tout. Pour un organisme qui est habitué de fumer, arrêter la nicotine comme ça d'un coup, c'est très mauvais, c'est très stressant. Donc, il faut le faire de manière progressive. Et donc, pour finir ma parenthèse d'ailleurs, il est plutôt évidemment très fortement déconseillé de fumer, même si apparemment en ce moment, les fumeurs sont un peu protégés du SARS-CoV-2. Mais toujours est-il que une femme, par exemple, qui fume et qui est enceinte, on va éviter de lui dire, et qui est à plus d'1 paquet par jour, on va éviter de lui dire vous arrêtez tout de suite. Parce qu'en fait, le stress que va induire l'arrêt de la cigarette va être très mauvais pour elle et va être très mauvais pour le bébé. Et on a mis en évidence que des stress créés chez la mère se transmettaient par épigénétisme sur l'expression des gènes. C'est quand même fort, quoi. Je ne sais pas si vous avez tout compris, ça va? C'était une petite introduction, puisque là, on est en fin de parcours. Ça va? C'est clair? Oui. Je vais un peu plus loin parce que, bon, j'ai envie de me faire plaisir. Ah, attendez, il y a Sacha qui me dit que… Sacha, elle n'y arrive pas. Alors, je lui dis quoi? Il faut passer sur le NT. Passer via le NT. Pour ouvrir, c'est ça? Je ne sais pas si j'ai bien clair. Guillaume, vous pouvez l'appeler. Oui, je vais l'appeler madame. Bébé. Je lui envoie un message, mais… Oh, elle a raté le stress. Donc là, Sacha, elle est en stress, normalement. Mais bon, je ne suis pas sûre que son ADN se met-il forcément. Donc, on va commencer par 2 sujets. Donc, le premier, j'en avais mis un. Alors, j'ai juste une petite question, en fait. Ouais, super, vous le voyez. J'avais peur que vous n'observiez que… Donc, je vais mettre en grand écran mon sujet, rassurez-vous. Là, je vois que c'est tout moche. Et c'est celui-là que je voulais faire en premier. Ouais. Je suis désolée de vous couper, mais là, vous partagez quelque chose? Justement, alors là, attendez, restez au micro, Luna. Est-ce que là, vous voyez ma page Word? Non, mais je crois qu'il n'y a que moi, en fait, qui voit toujours un carré noir avec écrit votre nom et votre prénom avec des flèches qui tournent, c'est tout. Non, ça, c'est pas bon. Est-ce que les autres, vous voyez l'exercice de 2, glycémie et diabète? Oui, on voit, madame. Alors, ce que je vais faire, Luna, 2 petites secondes. Il y a un truc… Est-ce que je peux vous l'envoyer tout de suite? Attendez, on va faire un truc malin. Je réfléchis. Il faut que je réfléchisse vite. Fichier, je ne peux pas le partager. Attendez. Inviter des personnes. Copier. Attends, si je fais comme ça. C'est un sujet que je cherchais sur Internet. Non. Ouais, alors, sur Internet, si vous voulez. Je vous montre comment vous faites. Je vais vous montrer. Ah, mais je suis bête, vous ne voyez pas mon écran. Bon. Alors, sur Internet, vous allez dans Google. Vous tapez, vous mettez bac, SVT, bac pour académie et 2 enfants. Pardon, bac, SVT? Ouais, académie 2 enfants. Ok. Une fois que vous avez ouvert ça, vous ouvrez le premier, normalement, dans le moteur de recherche qui vous propose sujet S, SVT. Et vous allez ouvrir le métropole
celui que votre grand frère ou votre grande sœur de l'année dernière, Métropole. C'est en partant donc année 2019, c'est vraiment tout en haut, tac, et métropole courant pas septembre. Vous l'ouvrez à droite, il y a un doc Word qui fait 632 kilo-octets. Vous voyez ça? Ouais. Donc vous l'ouvrez et c'est tout en bas, c'est le dernier sujet. On va commencer par celui-ci qui était d'un niveau moyen en termes de difficulté. Donc, c'est le sujet sur lequel les élèves de terminale S de l'an dernier en SPSVT ont planché. Et donc, il était sur la glycémie et le diabète. Donc, les sujets, pour info, au bac en SP, ces sujets sur la glycémie sont très, très fréquents parce que c'est une façon vraiment de valider votre cursus de SP et vraiment voir votre capacité de raisonnement scientifique. Ce sont les meilleurs sujets puisqu'il y a une application médicale à chaque fois. Et pour ceux qui poursuivent les SVT l'année prochaine en fac, soit vers des voies médicales, paramédicales ou prépa, c'est vraiment ce type d'exercice que vous aurez. Vous n'aurez pas à redémontrer le cycle de Krebs, ça n'a pas de sens. Par contre, partir d'un cas clinique et comprendre des corrélations entre obésité et diabète de type 2, d'une, c'est intéressant, et deux, c'est vraiment partir de vos connaissances sur de l'application concrète. C'est comme ça qu'on fait en recherche. Donc, quand on fait de la recherche, on va sur PubMed ou d'autres applications, on tape des mots-clés et on lit toutes les publics qui sont parus dans les 5-10 dernières années, par exemple. Et une fois qu'on a tout lu, on fait un melting pot, on croise toutes les infos et on se pose normalement une nouvelle question qui va permettre de déboucher sur un nouveau travail de recherche. Donc là, donc on est sur le thème 2.2. Donc, sur 5 points. À partir de l'étude des documents et des connaissances, donc vraiment, je me permets d'insister, et ce sera vrai pour l'année prochaine, même si vous ne ferez plus un pratique du raisonnement scientifique, ce ne sera pas intitulé comme ça, notamment, mais néanmoins dans le domaine des compétences, quelles que soient vos voies même d'orientation, même si c'est plus en sciences, mais dans d'autres domaines, on veut que l'étudiant soit capable de réinvestir des mots-clés, des notions qu'il a vues en cours pour pouvoir bien expliquer les points relevés dans les docs. Donc, expliquer comment différents facteurs peuvent contribuer à l'apparition d'un diabète de type 2. Donc, clairement, en termes d'organisation ici, vous allez essayer dans un premier temps, via un brouillon, on va le faire ensemble, hein, d'identifier des facteurs, au moins 2, puisqu'on vous met différents. Et ces facteurs, vous allez les expliciter grâce aux documents. Ces facteurs doivent contribuer à l'apparition d'un diabète de type 2. Et donc là, clairement, on est bien dans un type de 2 parce que le diabète de type 2, à aucun moment, on ne vous le définit. Donc, il est très important, maintenant et l'année prochaine, de définir la notion de diabète. Hein. Je vous rappelle que c'est un taux, une concentration de sucre dans le sang ou une glycémie, puisque concentration de glucose signifie glycémie, à jeun supérieur à 1 gramme par litre. Il faut être extrêmement rigoureux dans la définition de diabète. Quant au diabète de type 2, à vous de préciser dans votre définition que c'est une insulino-résistance. D'accord ? Voilà, c'est tout. Il faut juste une définition claire. Glycémie à jeun supérieure à 1 gramme par litre est marquée d'un point de vue physiologique par une résistance à l'insuline. Autrement dit, le pancréas semble fonctionner, il sécrète de l'insuline, qui est l'hormone hypoglycémiante, qui permet le stockage du glucose, mais néanmoins, bien que l'insuline soit présente, le taux de glucose dans le sang, autrement dit la glycémie, est au-dessus des 1 gramme par litre, il n'y a pas de stockage. On va essayer de comprendre pourquoi ce diabète est lié à plusieurs facteurs. Vous avez un document de référence. Le document de référence, il est là comme point de repère. Il n'est pas analysé. Et maintenant que vous êtes grand, évitez de dire à chaque fois le document de référence, c'est la voie métabolique de synthèse du glycogène impliquant l'enzyme glycogène synthase. Les sources sont http://chups.jussieu.fr. C'est super important de regarder la source parce que l'année prochaine, quand vous travaillerez, vous serez probablement sur ordinateur, la plupart d'entre vous. Eh bien, ces sources-là, à vous de les copier et d'aller voir si vous ne pouvez pas en savoir davantage. Ce n'est pas tricher que d'aller regarder la source pour voir si vous n'avez pas un complément d'information. Là, pour le bac, vous n'aviez pas le droit à l'ordinateur, mais par exemple, pour l'ENS Planète Vie, planètevie.ens.fr, là, ça permettait d'avoir des documents complémentaires. Donc,
qu'est-ce qu'on voit? On voit le sang. Dans le sang, il y a des petits oses, le galactose, le glucose et le fructose. Ces petits oses rentrent traversent la membrane cytoplasmique et se retrouvent dans le cytoplasme pour être intégrés à la synthèse de glycogène. Le galactose va être transformé en UDP-glucose. L'UDP, c'est comme ADP. C'est en fait le glucose, pour le polymériser, il nécessite d'être activé par cette UDP. Donc, cette polymérisation passe par une enzyme qui s'appelle la glycogène synthase. Donc, ce mot-là, visiblement, va être important puisqu'il est dans le titre, impliquant l'enzyme glycogène synthase. Donc, le galactose, je peux l'intégrer en UDP-glucose et via la glycogène synthase, c'est donc le substrat de la glycogène synthase, je vais le transformer en amylopectine puis en glycogène. Le glucose, il passe donc du sang au cytoplasme. Là, visiblement, il y a une transformation. Là encore, c'est une enzyme qui intervient et qui va phosphoryler le glucose. Du glucose, je passe au glucose 6-phosphate. Je vous rappelle, pour ceux qui poursuivront en biochimie, le 6 signifie que le groupement phosphate est relié par liaison covalente au carbone 6 du glucose. Le fructose passe aussi du sang dans la cellule. Il va être transformé en triose phosphate, donc ce sont des sucres à 3 carbones. Le glucose, je vous rappelle, C6H12O6, c'est un hexose. Ces trioses phosphates vont, par le biais d'enzymes qui interviennent ici, être transformés en glucose 6-phosphate, puis en UDP-glucose, puis en amylopectine et glycogène. Donc, ce que je retiens, c'est que quelle que soit l'ose, que ce soit un galactose, un glucose ou un fructose, eh bien, ces 3 sucres vont devenir des UDP-glucose, substrat d'une glycogène synthase qui, à terme, donnera du glycogène. Donc, pour stocker ces 3 oses, j'ai besoin d'une glycogène synthase. Synthase, elle va synthétiser le glycogène. Document 1 est fait du génotype du gène de la glycogène synthase sur le phénotype. Donc, puisque c'est une protéine, et en l'occurrence ici une enzyme, et que je sais qu'une protéine est codée par un gène, il est logique qu'un gène soit impliqué dans la synthèse de cette glycogène synthèse du glycogène en fonction du génotype. Donc, j'ai l'utilisation du glucose pour la synthèse de glycogène en milligrammes par kilo par minute en fonction de 3 génotypes. Le génotype homozygote, et là, vraiment, vous avez votre bac en poche maintenant. Pour ceux qui poursuivent l'année prochaine, s'il vous plaît, évitez de dire A1 barre A1. Dites que cet individu, il est homozygote pour l'allèle A1 et que là, ces deux groupes d'individus, j'ai un hétérozygote A1, A2, là, je suis obligée de dire, et un homozygote A2. Réinvestissez ces notions d'hétérozygotie et d'homozygotie parce que ça fait partie de votre vocabulaire courant pour ceux qui poursuivent une fois encore en bio. Pour les autres, dans quelques mois, vous aurez oublié le mot homozygotie. Ça vous permettra pas, ça vous empêchera pas de vivre. Clairement, on s'en moque, quoi. Mais pour ceux qui poursuivent ce vocabulaire, c'est vraiment le vocabulaire de base. Et les collègues du supérieur considèrent comme acquis ces notions. Donc, c'est vraiment, il faut que vous soyez rigoureux quand même dans l'utilisation du vocabulaire quand vous faites une démonstration en sciences. Il existe 2 allèles pour le gène codant pour l'enzyme glycogène synthase, l'allèle A1, l'allèle A2. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette barre qui est votre médiane. Les barres horizontales correspondent, les moyennes, pardon, pas la médiane, correspondent aux valeurs moyennes de l'utilisation du glucose pour chaque génotype. Donc, visiblement, on a regroupé les hétérozygotes A1, A2 et A2, A2 face aux homozygotes A1, A1. Donc, déjà, là, on vous emmène sur une première piste de réflexion. Il semblerait que être homozygote A1, A1 induisent une différence phénotypique sur l'utilisation du glucose à des fins de polymérisation sous forme de glycogène. En gros, je suis à presque 3,5 mg par kilo par minute de glucose intégré dans le glycogène quand je suis homozygote A1, alors que je suis à peine à 1,7.
mg par kilo par minute quand je suis hétérozygote A1A. En gros, quand j'ai l'allèle A2, que je sois homozygote ou hétérozygote. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Et là encore, je vous ai ennuyé toute cette année et je ne suis pas la première à le faire. Vous êtes en sciences, il ne faut pas avoir peur des chiffres et au contraire, il faut les utiliser de manière intelligente. Et quand vous expliquez sur une copie dans le supérieur que là, on est à 3 mg par kilo par minute, moi, j'aurais tendance à dire à mon correcteur, c'est une moyenne, mais si je regarde ce que j'appellerais la boîte à moustaches, l'étalement de mes valeurs, franchement, j'ai envie de dire que est-ce que cette moyenne est vraiment significative, sachant que là, on a un individu qui est à peine à, je sais pas, 0,7 et là, on est un individu à 8, on peut discuter. Et vous verrez que les publications dans le supérieur, parfois, elles sont franchement très discutables. Je préfère cette moyenne-là parce que le regroupement d'individus est bien plus proche de cette barre moyenne. Est-ce que tout le monde comprend ma critique positive et négative ici? Ça va? Oh, je vous entends plus. Ça se trouve, depuis tout à l'heure, je parle. Non, c'est bon? Ok, j'ai eu peur. Vous êtes quand même avec moi, hein, malgré la distance. Ok, alors je continue. C'est parti. Tac, on reprend. Donc, finalement, j'ai l'impression que quand on a l'allèle A2, c'est visiblement assez défavorable pour le stockage du glucose sous forme de glycogène. Voilà, j'ai envie de dire ça, mais on va quand même continuer dans la suite. Donc là, j'ai clairement envie d'aller vers un facteur génétique concernant le diabète de type 2. Hein. Je viens de me réveiller 2 minutes. Je me rappelle qu'il faut vraiment toujours retourner vers la question initiale. On nous demande de trouver différents facteurs qui contribuent à l'apparition. Donc, puisque là, on parle d'une enzyme, que je sais qu'une enzyme est codée par un gène, il y a probablement une prévalence génétique et visiblement, le gène qui code pour la glycogène synthase, qui présente 2 allèles, j'aurais tendance à dire que l'allèle A1 sur ce document-là est plutôt favorable à un stockage du glucose en glycogène. Donc, en gros, peut-être que quand je suis A1, eh bien, j'évite statistiquement d'être diabétique de type 2. Et là, la présence d'A2, au moins une fois sur mes 2 chromosomes, voire 2 fois, peu importe, ça semble être plutôt négatif en termes de stockage. Je vais continuer, je dis peut-être une bêtise, il faut que je relise les autres documents fournis. Allèle de la glycogène synthase et phénotype diabétique. Bon, bah là, on va pouvoir conclure sur mon premier pronostic. En Finlande, on a mené une étude sur une population pour quantifier les génotypes pour la glycogène synthase chez les individus diabétiques ou non. Donc, génotype, je vous rappelle que c'est l'ensemble des allèles d'un individu, hein, ce n'est pas le génome, l'ensemble des gènes. Donc, j'ai 23 000 gènes en moyenne. Chaque gène présente 2 allèles qui possiblement sont les mêmes. Je serai alors homozygote pour le gène étudié ou alors différents, hétérozygotes. Et donc là, j'ai le génotype. Donc, on a vu, ils ont regroupé les A1, A1 d'un côté et de l'autre, les A1, A2, l'hétérozygotie ou l'homozygotie pour A2. Donc là, on a bien compris qu'il y a une mise en relation évidente entre le document 1A et le document 1B. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les individus non diabétiques présentent à 92% une homozygotie A1A1. Et seulement 8% des non-diabétiques présentent au moins une fois l'allèle A2. Donc, ça va bien dans le sens initial, je ne me suis pas trompée. J'ai vraiment l'impression que quand on est non-diabétique de type 2, l'avantage va à la présence de l'allèle A1 en homozygotie, ou vous pouvez le voir autrement. Visiblement, je préfère d'ailleurs le dire comme ça, quand on a au moins une fois l'allèle A2 dans son génotype, eh bien, on a un risque accru de diabète de type 2. Je reviens vous voir. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde sur l'interprétation? Ou est-ce que vous voulez rajouter des choses? Vous me suivez dans le raisonnement ou pas? Ça va? Donc, d'un point de vue génétique, il semblerait que la présence de l'allèle A2
soit un gène, on appelle ça une version, pardon, pas un gène, un allèle de prédisposition. C'est clair pour tous? Ça veut dire que si jamais j'ai la version, excusez-moi, voilà. Si jamais j'ai la version A2, eh bien la probabilité que je sois diabétique de type 2, elle est de 30% comparativement donc diabète de type 2, comparativement aux individus non diabétiques pour lesquels la probabilité est très faible. Et là, je continue. Donc, là, en gros, mon doc 1A et 1.2 vont aller vers une intuition, enfin, un facteur génétique qui expliquerait le diabète de type 2. Le doc 2, relation entre l'IMC et risque de diabète de type 2. Alors là, c'est archi simple. Vous avez quoi? En ordonnée, risque relatif de déclencher un diabète de type 2. Et là, en fonction de l'IMC. Donc, l'IMC, on vous expliquera ce que ça signifie. C'est l'indice de masse corporelle. Il s'exprime en kilos par mètre carré. Autrement dit, c'est la masse d'un individu qu'on divise par la taille au carré. Et donc, ça, on vous le rappelle, mais quand on est au-dessus de… Bah, moi, je pensais que c'était 30, vous voyez, donc je dis une bêtise. Visiblement, au-dessus de 31, on est en obésité, sous-entendu morbide, c'est-à-dire qu'on a un risque important au niveau de l'espérance de vie. On altère, c'est un stress. Donc, l'obésité, j'en parlais tout à l'heure du stress, l'obésité va induire plein de modifications de vos métabolismes internes sur plein d'organes. Entre autres, le stress, ça peut être par exemple la sécrétion de molécules inflammatoires. Quand on mange trop, en fait, notre système immunitaire se réveille aussi et sécrète des molécules de l'inflammation. Alors vous en connaissez une. Cette année, on a vu les prostaglandines. Je vous en ai pas parlé, mais il y en a une autre qui est typique des stress quotidiens, c'est le TNF-alpha. C'est une molécule inflammatoire qui va réveiller toutes vos cellules immunitaires de l'immunité innée, pas adaptative, heureusement. Mais ça suffit pour fatiguer énormément un individu. Donc là, je constate que clairement, il y a une corrélation positive entre le risque de déclencher un diabète de type 2 et l'IMC. Et on est quand même, donc là, il faut essayer de sortir des chiffres significatifs. Dire qu'un individu obèse avec un IMC supérieur à 35, c'est tellement énorme. Ouais, on peut citer 93,2, je suppose que c'est en pourcentage. Non, c'est en risque. Bah oui, donc c'est en pourcentage, risque relatif. Donc là, en gros, ça veut dire que si vous avez un IMC supérieur à 35, vous êtes pratiquement sûr, presque à 100% de développer un diabète de type 2. Bon, alors, vous pouvez prendre cet extrémum-là. Je pense qu'on peut se limiter à comparer un individu qui finalement a un IMC inférieur à la barrière des 25, donc qui n'est pas en surpoids, où on voit que la probabilité de développer un diabète de type 2 ne dépasse pas les 5%, alors qu'on est à plus de la moitié des individus diabétiques de type 2 quand on est à une obésité autour d'un IMC de 33, quoi. Vous pouvez donner ça comme valeur significative. Donc, clairement, ça, c'est un argument fort pour dire que l'environnement de type alimentation et donc obésité est corrélé positivement au développement d'un diabète de type 2. Et puis, il y a ce document-là que je trouve vraiment intéressant, parce que ça, vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est le but aussi de tous ces documents. Là, on vous a proposé une formation très généraliste au lycée, et c'est l'année prochaine que vous allez pouvoir mettre en application toutes vos connaissances. Et donc là, ça, c'est vraiment important et intéressant. Et là, vous voyez qu'on n'est plus… Bon, ça, c'est un petit document. Bon, ça, voilà. Là, on est Planète Vie, c'est le niveau lycée. Voilà. Là, Jussieu, c'est le niveau fac. Et puis là, on arrive vraiment dans les trucs intéressants où là, on est sur des publications. Alors, mai 2001, c'est pas tout jeune. Quand vous avez Hals et collaborateurs, bah, en fait, quand on fait une publi, on met le nom du directeur de l'équipe, si j'ose dire, et on met ses collaborateurs. Donc là, ça veut dire qu'on commence à rentrer dans quelque chose d'intéressant, un document qui va vous permettre d'aller dans un raisonnement un peu plus poussé que ce que vous avez fait en lycée. Et donc là, on vous dit quoi ? Variation de l'activité de la glycogène synthase dans les cellules musculaires ou hépatiques en fonction de la concentration de TNF-alpha. On vous dit que le TNF-alpha, c'est une molécule produite par le tissu adipeux de l'être humain. Cette sécrétion augmente fortement en situation de surpoids ou d'obésité. Donc là, on va pouvoir faire le lien surpoids-obésité avec le document précédent. Donc,
plus je suis en surpoids, plus je sécrète, plus mon tissu adipeux sécrète du TNF-alpha. Alors, le TNF-alpha, c'est une cytokine qui intervient dans l'inflammation. Et vous remarquerez, ça aussi, c'est nouveau pour vous, parce que je ne vous en ai pas parlé dans le tronc commun. Mais il n'y a pas que les cellules immunitaires qui sécrètent des molécules inflammatoires. Vous avez aussi d'autres tissus, et en particulier le tissu adipeux, il sécrète des molécules de l'inflammation. C'est quand même fort, ça. Donc, il sécrète plein d'autres trucs. Il sécrète aussi des molécules de la satiété. Bref, c'est un tissu important, le tissu adipeux. On n'en parle pas beaucoup, mais il a un rôle important dans l'homéostase de votre organisme. Activité de la glycogène synthase en millimoles par minute par milligramme en fonction de la concentration en TNF-alpha en unité UA signifiant unité arbitraire. Et là, clairement, de manière significative, puisque vos boîtes à moustaches, là au début, elles sont pas géniales, mais franchement, à la fin, elles sont franchement significatives. En gros, plus vous vous écrasez autour du point, là, plus votre valeur, elle a un intérêt. Pourquoi on met ces boîtes à moustaches? C'est parce que vous ne faites pas qu'une seule expérience, vous faites au minimum 3 itérations dans vos manips. Généralement, vous en faites plus. D'ailleurs, pour que ce soit significatif d'un point de vue statistique, un résultat significatif, ça a un sens en maths, en stats. Et donc ici, eh bien, je constate quoi? Que cette glycogène synthase, eh bien, elle fonctionne de moins en moins bien au fur et à mesure que le TNF-alpha augmente. Or, cette glycogène synthase, je me rappelle le doc de référence, c'est l'enzyme qui permet de finalement faire transformer ces petits oses là simples en glycogène, en polymère. Donc, si elle ne fonctionne pas, je ne peux pas stocker le glucose et ma glycémie reste élevée et donc je suis diabétique. Donc, je comprends quoi? Que plus je mange, plus mon tissu adipeux est développé, puisque en étant en cas de surpoids ou d'obésité, ça veut dire que mon tissu adipeux est hypertrophié. Puisqu'il est hypertrophié, il sécrète énormément de TNF-alpha. Or, je constate que plus le taux de TNF-alpha est élevé, eh bien, moins ma glycogène synthase fonctionne. Et si elle fonctionne mal, ça veut dire que mon glucose reste dans le sang, donc je vais développer un diabète de type 2, puisque là, en aucun cas, je n'ai joué sur les cellules pancréatiques concernant la sécrétion d'insuline. Je reviens vers vous. Est-ce que ça va, tout le monde? C'est clair? L'IMC normal, Léa, je ne sais plus. C'est des trucs, ça m'a tellement énervée quand… J'avoue que je me suis un peu fâchée sur les IMC quand j'étais enceinte. Parce que j'étais pas dans la norme et qu'on m'a bien ennuyée alors que j'y pouvais rien. Et bon, j'en sais rien. En dessous de 25, ça va quoi. Alors, l'IMC, voilà. Autant dire ce que je pense. C'est super important quand on est sur des IMC supérieurs à 25 et surtout supérieurs à 30. C'est-à-dire que là, actuellement, si vous êtes sur une IMC de 25, c'est pas grave, ça peut être juste que vous êtes par exemple très grand sportif et que vous faites beaucoup de muscles et qu'un muscle c'est des protéines et que ça c'est de la chimie, dans la biochimie, une protéine c'est plus dense qu'un lipide. Et donc si vous stockez plein de muscles, bah, vous serez beaucoup plus lourd que si vous stockez plein de gras. Déjà, c'est clair, vous aurez compris. Ça m'énerve profondément. Donc en gros, quand vous êtes très grand sportif, vous êtes lourd. Vous êtes dense parce que vous avez plein de muscles. Il suffit que vous arrêtiez le sport, par exemple, vous tombez enceinte, donc vous perdez du poids, mais en fait, vous perdez du muscle. Vous gagnez du gras, mais ça ne se voit pas sur la balance. Est-ce que vous comprenez ça, Léa? Oui. Donc, un individu très sportif, une femme très sportive. Au début, elle est très musclée et donc elle pèse lourd sur la balance parce qu'en gros, elle a tous ses muscles quoi, avec beaucoup de cellules musculaires, beaucoup de protéines, parce que je vous rappelle, on les a vus ensemble, myosine, actine, etc., titine, il y a la dose de protéines dans une cellule musculaire. Et donc, globalement, cette femme très sportive, elle est lourde sur la balance. D'accord ? Maintenant, quand on est enceinte, le sport, on ne peut pas le faire longtemps, donc une femme très sportive, elle va perdre du poids. En fait, elle va perdre ses muscles. Elle va fondre, et on appelle ça une fonte musculaire. Donc, elle va perdre en poids. Mais pourtant, elle va gagner en tissu adipeux parce que quand on est enceinte, en toute logique, heureusement, les hormones sont là, en fait, vous stockez du gras au niveau des hanches, du ventre et au niveau des seins parce que le petit, il a besoin de se nourrir. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde ? Mais il y a des fanas d'IMC
et j'en ai rencontré dans le domaine médical qui vous pèsent à chaque fois pour être sûr que vous prenez bien du poids, sauf que quand vous étiez sportif et que vous êtes enceinte, bah, vous perdez du poids, vous perdez de la masse musculaire. Et pourtant, vous grossissez. Voilà. Donc, tranquille sur les IMC. Si vous aviez un problème d'IMC, soyons clairs, vous ne seriez pas en cours avec moi. Voilà. Parce que des jeunes gens comme vous qui présentent des IMC proches de l'obésité sont pris en charge dans des établissements spécialisés. Parce qu'à 17, 18 ans, avoir un IMC supérieur à 30, ça engage sur du moyen terme une espérance de vie réduite. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que vous avez plein de sucre dans le sang, qu'aussi vous avez plein de gras dans le sang et que vous allez créer, comme n'importe quel individu, des plaques d'athérome. Et une plaque d'athérome, ça bouche un vaisseau sanguin. Et quand ça bouche un vaisseau sanguin de votre cœur, ça crée un infarctus, on en avait parlé ensemble. Donc, les personnes qui sont en obésité, c'est n'importe quoi en fait. Alors les carnets de santé, ceux de mes enfants par exemple, qui sont les mêmes que les vôtres, ils n'ont pas été remis à jour. Moi, je suis pas très grande, je suis pas très petite. Mes filles, globalement, donc votre taille à vous, elle dépend de. Il y a un facteur génétique. Regardez vos parents. Globalement, vous leur ressemblez un petit peu en taille. Alors il y a un facteur environnemental aussi. Il n'y a pas que la génétique. Peut-être que vos parents sont beaucoup plus petits que vous. Ou au contraire, peut-être qu'ils sont beaucoup plus grands que vous et que vous, vous espériez atteindre le 1m80, c'est fichu. N'empêche que, et ça, c'est certains médecins généralistes qui commencent à grogner un peu. En ce moment, ils grognent pour d'autres choses, mais ça va être revu. Je crois que les prochains carnets de santé, on va modifier les moyennes. Parce qu'en fait, ces moyennes, elles ont été faites il y a très, très longtemps. Et en fait, les enfants sont un petit peu plus grands et un petit peu plus gros maintenant. Voilà. Donc, oui, moi, mes filles, si vous regardez, elles sont au-dessus de la moyenne en taille. Elles sont plus grandes, mais dans leur classe, elles sont comme les autres, quoi. Donc, au début, vous dites, ah, super, mon enfant est grand. Enfin, on s'en moque, grand ou petit. Mais c'est complètement crétin parce que tout le monde est au-dessus, un petit peu la barre du dessus. Et c'est à l'adolescence où, éventuellement, chez les garçons, on va regarder si le pic de croissance se fait. S'il ne se fait pas, ça peut être dû à un défaut hormonal, hormones de croissance, testostérone et autres. Et là, on est pris en charge, quoi. Donc, sur les IMC, sur les courbes de croissance et de poids, on s'est un peu planté. Enfin, on ne s'est pas planté, mais disons que les moyennes ont changé. C'est clair? Ça va? Donc, en gros, zen sur vos carnets de santé, si vous êtes en dehors de la courbe au-dessus ou en dessous, vous avez des super médecins généralistes qui sont là et qui vous diront « Mais non, tout va bien, ce truc-là, je ne le regarde même plus. » quoi. OK? Faut être mesuré vis-à-vis des normes. Il en faut, mais on peut passer aussi, voilà. Donc, on a compris, si on grossit, on a plein de tissus adipeux, on sécrète plein de TNF-alpha et notre glycogène synthase, elle n'a pas l'air d'être trop aimée ça, puisque visiblement, elle fonctionne moins vite. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Document 4. Effet de la présence ou de l'absence de TNF-alpha sur des cellules hépatiques et musculaires. Alors oui, on se rappelle que ce sont les cellules cibles de l'insuline, sont les cellules hépatiques. Alors ça, c'est à vous de rappeler que ce sont les cellules du foie et musculaires, cellules du muscle. Sans TNF-alpha, là, il y a le milieu extracellulaire. Ça, c'est en légende l'insuline. L'insuline, elle va se fixer sur un récepteur, le récepteur à l'insuline. Cette fixation engendre une cascade de réactions, cytoplasme d'une cellule hépatique ou musculaire. On a plein de petites, des MAP kinases, etc. Ces mots-là, ils ne sont même pas présentés ici parce qu'ils vous l'ont simplifié. Donc là aussi, vous voyez, c'est écrit adapté et simplifié. Donc là, on n'a pas pris la publi telle qu'elle, mais on vous fait comprendre une chose, c'est que l'insuline se fixe sur un récepteur et cette fixation induit une cascade de réactions avec des molécules, des enzymes en fait, qui vont s'activer. Hop, plein de réactions et qui vont avoir comme effet final la synthèse de glycogène, autrement dit l'activation de la glycogène synthase. Quand on a du TNF-alpha,
Eh bien, ce TNF-alpha, en fait, il passe visiblement ici la membrane. Je ne sais pas aussi simple, mais bon. Et il va empêcher le début de la cascade, avant la cascade de réaction, il empêche ce substrat du récepteur à l'insuline, il l'empêche d'être activé. Donc, en gros, l'insuline, elle arrive, elle se pose sur son récepteur, mais elle n'induit pas ensuite la cascade de réaction qui permettrait la synthèse de glycogène. Donc, quand je suis en surpoids ou obésité, j'ai un fort tissu adipeux, je produis beaucoup de TNF-alpha. Ce TNF-alpha empêche l'action de l'insuline, à savoir l'action de la glycogène synthase, à savoir l'intégration du glucose sous forme de glycogène. On dit que la forme du récepteur à l'insuline ne peut plus être activée par un récepteur à l'insuline en présence d'insuline. Bref, c'est ce qu'on vient de raconter ici. J'ai pris tous les docs. Alors maintenant, si je fais le bilan de tout ça, je comprends quoi? Que diabète de type 2, il y a une part génétique avec visiblement la présence d'un allèle A2 défavorable dans le fonctionnement de la glycogène synthase. Et donc, si je suis hétérozygote ou homozygote A2, la probabilité que je développe un diabète de type 2 augmente. C'est ce qu'on appelle un gène de prédisposition et la version allélique A2, c'est la version de prédisposition. Donc, il y a une prévalence génétique. Donc, le facteur génétique n'est pas négligeable dans le développement d'un diabète de type 2 et notamment le gène imputé dans cette prévalence, c'est celui qui code pour la glycogène synthase. Mais il y a un facteur environnemental. Clairement, le fait d'avoir un IMC assez élevé, on va dire supérieur à 29, proche de l'obésité, augmente de manière significative, je passe de 30 à 5%, la probabilité de développer un diabète de type 2. En effet, lorsqu'on est en surpoids ou en obésité, notre tissu adipeux s'hypertrophie et avec ce tissu adipeux qui augmente, on augmente aussi la sécrétion d'une molécule, le TNF-alpha, qui a une action directe sur l'action de l'insuline dans la mise en place de la synthèse de glycogène. Est-ce que ça va pour le petit bilan là? C'est clair pour tout le monde? On peut passer à un autre sujet sur le diabète de type 1 que je trouve vraiment intéressant. Ça va? Au niveau du raisonnement, étant donné ce que j'ai lu de vous tous le mardi dernier, ce que je viens de faire là oralement, vous êtes tous capables de le faire maintenant. Hein. Je valide votre passeport pour, on a envie de voyage, hein, pour le recrutement en septembre dans des filières médicales et paramédicales. Hein. Vous êtes tous capables de faire ça. Enfin, j'espère que vous en êtes convaincus. Si vous dites, ouais, non, moi, je n'avais pas totalement vu ça, vous avez le droit de vous planter aussi dans l'analyse d'un document. Ça arrive de lire trop vite ou d'être un peu fatigué. Sur ordinateur, sur écran, il y a un gros inconvénient, c'est qu'on n'a pas nos stylos, nos stabilos, comme je vous ai appris. Les chiffres, on les met d'une certaine couleur et puis les mises en relation. Donc, ne pas hésiter, je vous avais expliqué sur un PDF à écrire sur le document pour que vous puissiez ensuite travailler. Alors, moi, j'ai été formée il y a très longtemps. Il y avait des ordinateurs déjà, mais il n'y avait pas d'Internet. Hein. J'ai eu mon bac, l'Internet n'existait pas. Et donc, quand j'ai commencé à faire un petit peu de recherche, c'était le début d'Internet, mais on publiait tout. Donc, on travaillait sur des publis papier. Et on mettait plein de stabilos, etc. Maintenant, eh bien, il y a Internet qui fonctionne quand même superbement avec des conférences, etc. Maintenant, tout se fait sur écran. Donc, vous êtes encore plus malléable que moi sur du travail sur écran. Donc là, typiquement, Luna, qui est directement sur son écran parce qu'elle ne me voit pas, il faut que vous soyez capable, soit avec Word ou avec PDF, comme je vous l'ai montré, de surligner un document, etc. Si vous n'êtes pas capable là aujourd'hui, dès que j'ai fini le cours, vous prenez une demi-heure, voire 1 heure ou même 2 heures. Il faut que ce soit un moment un peu ludique, mais tout seul, il faut que vous vous entraîniez à de la bureautique. C'est super important. Vous n'aurez pas une imprimante en septembre près de votre bureau pour imprimer tous les polis que les profs vont vous envoyer. En septembre, je pense que les facs réouvriront, mais il y aura quand même ce confinement à donner une bonne leçon de vie aussi sur les travaux à distance.
Et je l'espère, on sera déconfiné, mais je suis convaincue que tous les profs du supérieur, et ça sera même, je pense, le cas au lycée, mais vous partez dans le supérieur comme moi d'ailleurs, on part ensemble, on travaillera énormément par ordinateur et en distanciel, quoi. Alors, sur les manips, les TP, etc., ça, on ne peut pas le faire en distanciel, mais sur tout ce qui est analyse de doc, publication, ça se fait évidemment sur écran. Donc, vraiment, entraînez-vous sur de la bureautique, soyez même meilleur que moi, apprenez-moi des trucs aussi, hein, je veux bien. Moi, en ce moment, j'essaye de développer mes compétences. J'en ai quand même assez, mais on peut toujours développer des nouveaux trucs, quoi. Et je pense en plus, il y a plein de choses qui naissent, comme Geniali. Je l'ai découvert en 2019. Je trouve que ces outils-là sont quand même formidables, quoi. Ça change un peu du PowerPoint que je traîne pour le coup depuis 20 ans et j'en avais un peu assez du PowerPoint. Donc, je passe maintenant, sauf s'il y a des questions sur le diabète de type 2, etc. Ça va pour tous. On peut passer à un autre doc, enfin un autre sujet. Il n'y a plus de questions. Ok, alors on passe sur le diabète de type 1 qui est tombé, en 2018. Donc, Luna, il faut que vous alliez dans Académie de Besançon, toujours. Je ne sais pas si vous avez gardé votre page. Et c'est facile, c'est l'année juste avant. Année 2018. Blablabla, et on est, tiens, il y a UPS qui m'envoie un truc. Métropole, c'est nous toujours, et super sujet, celui-là je le trouve génial. Glycémie et diabète, donc c'est celui qui fait 735 kilo-octets. On est sur notre sujet de Métropole en juin 2018. Et pour les autres, le voici. Hop! Ça fait un peu émission radio là. Alors, on est donc exercice de 2. Juste, je reviens vers vous. Est-ce que tout le monde voit quand je… Ouais, je pense que c'est bon. Donc, glycémie et diabète. À partir de l'étude des documents et des connaissances, justifiez que le GABA… Alors, le GABA, pour ceux qui ont un peu de neuro en tête, c'est quand même génial, c'est que c'est un neuromédiateur de type synapse inhibitrice. Je ne sais pas si ça vous rappelle vaguement quelque chose dans la partie tronc commun. On ne l'a pas vu, ou très peu, enfin, on l'a vu le mot, quand je vous ai parlé de sommation temporelle et sommation spatiale. C'est plutôt pour la sommation spatiale que c'est intéressant. En fait, nous, on a traité des synapses excitatrices avec le neuromédiateur qui est l'acétylcholine et son récepteur nicotinique à l'acétylcholine. Eh bien, le GABA, c'est un neuromédiateur ou neurotransmetteur qui, lui, a un effet inhibiteur. Donc, on l'a dans les synapses inhibitrices et ça induit une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Si là, ce que je viens de raconter, vous vous dites « Waouh, je ne me rappelle plus de rien », on voit ça demain. Donc, à partir de l'étude des documents et des connaissances, justifier que le GABA constitue un espoir de traitement pour les diabétiques de type 1 et expliquer son mode d'action. Donc là encore, je trouve ça génial parce qu'on a finalement de la neuro. Le GABA, c'est vraiment de la neuromédiateur. Et on est sur le diabète de type 1 de l'endocrinologie. On est sur de l'hormone. Donc là, vous comprenez que notre système nerveux et notre système hormonal sont vraiment en interaction. On parle de plus en plus, vous verrez ça, c'est pas révolutionnaire, mais les futurs médecins et paramédecins que vous êtes là, que vous allez être, vous verrez que dans vos formations, on est de plus en plus dans une approche systémique, c'est-à-dire que on n'étudie plus un organe isolé, quoi. Pour comprendre un organe, il faut comprendre ses connexions au reste de l'organisme, et ces connexions, c'est quoi? C'est du nerveux et de l'hormone, quoi. Et donc, on comprend bien maintenant une pathologie quand on intègre l'ensemble de l'individu, quand on essaie de ne pas isoler l'organe, mais vraiment de comprendre tout ce qu'est l'individu pour essayer de traiter la maladie, la pathologie. Donc du coup, on vous dit quoi? Je suis partie là, justifier que le GABA constitue un espoir de traitement pour les diabètes de type 1 et expliquer son mode d'action. Donc là, clairement, on attend de vous 2 parties. Le GABA, c'est un espoir de traitement. Donc, comment le GABA permet de traiter le diabète de type
1, non, n'importe quoi. Grand 1, je prouve que le GABA permet de soigner. Et en 2, j'explique son mode d'action. Donc, c'est les deux parties. Je trouve qu'elles sont un peu redondantes, mais tant pis, on suit la proposition. Alors, Doc, inconséquence de l'injection quotidienne de GABA sur des souris diabétiques. Donc, à vous de rappeler qu'une souris diabétique, c'est une souris qui présente à jeun une glycémie supérieure à 1 g par litre, autrement dit, un excès de glucose dans le sang. Et on va injecter quotidiennement, ça veut dire chaque jour, cette molécule, le GABA. Concentration en glucose mesurée dans le sang de souris diabétique ayant reçu des injections quotidiennes de GABA ou de solution saline, c'est notre témoin. Parce qu'en fait, quand vous injectez le GABA, c'est une molécule, vous ne l'injectez pas toute seule, elle est en solution. Et en solution, généralement, on rajoute des électrolytes, solution saline. Donc, votre témoin, en gros, on pique l'individu parce qu'on ne voudrait pas que la piqûre soit un effet de stress et puisse jouer sur sa glycémie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est important, ça, que votre témoin, ce soit aussi une injection. Alors, de rien du tout, hein, juste de l'eau salée, mais quand même, on injecte quelque chose, de sorte que le fait d'injecter ne soit pas source de variation dans la glycémie qu'on va mesurer. Donc, vous avez la glycémie en millimolaires en fonction du temps en jours. On est chez de la souris, donc attention, en millimolaires, on est autour de 40 millimolaires. Donc, on suppose que 40 millimolaires, c'est diabétique. On n'est plus sur les 1 g par litre des individus humains. Ça, c'est important. Votre référentiel diabète, ça va être ça. En gros, au-delà de 35-40, ça veut dire à jeun que cette souris est diabétique. Et il est évident que globalement, on observe très rapidement une action du GABA. Là, vous allez me dire, ah, ça réaugmente. Mais globalement, on a une diminution, une chute de la glycémie grâce à l'injection de GABA, puisqu'on passe de 30 initialement, comme dans le cas de notre groupe témoin, et on arrive à atteindre les 11 millimolaires, ce qui semble être peut-être la valeur de référence. Vous voyez que là, il y a une sorte de plateau. Peut-être que les 11 millimolaires sont les équivalents humains des 1 g par litre. Est-ce que ça va? Il n'y a pas de remarques? Je peux continuer? Je ne vous ai pas perdu? Je continue? Alors, je continue. Ici, coupe de pancréas de souris observée au microscope après marquage des cellules bêta des îlots de Langerhans en noir et identification des lymphocytes infiltrant le tissu flèche noire. Alors là encore, vous avez besoin de connaissances. À vous de réinvestir les notions. Les îlots de Langerhans, ce sont donc des îlots de cellules présents au sein du pancréas avec des cellules alpha et bêta, et les cellules bêta, on sait que ce sont les cellules sécrétrices d'insuline. Là, on est chez une souris non diabétique et là, en B, chez une souris diabétique, on constate clairement entre A et B une chute du nombre de cellules bêta sécrétrices d'insuline. Et on voit plein de petites flèches qui sont des lymphocytes. Les lymphocytes sont les cellules de l'immunité. Donc, visiblement, ces lymphocytes sont la cause de la destruction des cellules bêta. Il s'agit effectivement d'un diabète de type 1 dû à finalement une auto-immunité, ce qu'on appelle une maladie auto-immune, une destruction de ses propres cellules par ces cellules immunitaires. Pancréas d'une souris diabétique ayant reçu des injections quotidiennes de GABA, je constate quoi? Quand je compare B et C, que visiblement, grâce au traitement du GABA, déjà, j'ai beaucoup moins de pertes de cellules bêta et aussi, j'ai quand même moins de cellules immunitaires, lymphocytes. Donc, possiblement, le GABA empêche les lymphocytes d'agir. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai que 2 flèches noires, alors qu'à gauche, j'en avais 6, pardon. Ou alors, le GABA juste favorise une multiplication des cellules bêta. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? OK. Je peux vous garder encore, il est 27, je vous garde encore 5 minutes, on finit ce sujet, ça vous convient? Vous n'avez pas cours après? OK? Donc, on y est, hein? OK. Alors, je reprends. Concentration d'insuline et glucagon mesurée dans le sang des souris diabétiques ayant reçu des injections quotidiennes de solution saline ou de GABA. Je constate que le taux d'insuline en nanogrammes par décilitre sans GABA et avec GABA, significativement, alors là, je ne suis pas contente, il n'y a pas la boîte à moustache, pourtant Soltani et al, c'est bien, et les collaborateurs, publication 2011, normalement, une publie, on met la boîte à moustache, parce que si votre boîte à moustache, elle est grande comme ça, bah, vous ne publiez pas normalement, parce que vous vous dites, bah, mes valeurs, elles ne sont pas significatives, je vais refaire des tests. Bon.
bah là, c'est bizarre, il n'y a pas de boîte à moustache, tant pis. Et donc, je constate quoi? Que le taux d'insuline, l'insulinémie, elle augmente de manière significative. Elle passe de 0,8 à 1,1 nanogramme par décilitre en présence de GABA. Et concernant le glucagon, je constate qu'il y a une différence significative. Le GABA semblerait diminuer la sécrétion de glucagon. Ah, alors ça, c'est bizarre. Parce que l'insuline, je sais qu'elle est sécrétée par les cellules bêta. Et j'ai bien lu ici que ce sont les cellules bêta qui sont attaquées, entre guillemets, par les lymphocytes. Quant au glucagon, mes connaissances du cours de spé, je sais que le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante qui permet la libération de glucose par les cellules hépatiques. Et ce glucagon, il est sécrété aussi au niveau des îlots de Langerhans, mais non pas par les cellules bêta, mais par les cellules alpha. Donc là, il y a un truc à creuser, on va regarder la suite. Pourcentage de cellules productrices de glucagon, les cellules alpha, ils sont sympas, ils me le rappellent, ou d'insuline, les cellules bêta, dans les îlots de Langerhans de souris ayant reçu ou non, CTRL, c'est le groupe contrôle, des injections de GABA à différentes concentrations. Et là, je constate quoi? Je suis contente parce que je vois que le pourcentage de cellules alpha, plus j'augmente la dose d'injection de GABA, plus mes cellules alpha diminuent. Or, puisqu'elles sont sécrétrices de glucagon, je comprends quoi? Que si ici, le glucagon, entre mon lot témoin et mon lot traité au GABA, mon glucagon est moins sécrété, c'est tout simplement mes cellules alpha, le GABA fait que j'en ai de moins en moins. Tiens. Mais comment agit le GABA sur les cellules alpha? Quant aux cellules bêta, je suis contente. Je constate que globalement, de manière significative, là encore, c'est dommage, il n'y a pas la boîte à moustache, mais plus j'augmente la concentration de GABA injectée à mes souris, et bien plus le pourcentage de cellules bêta augmente. Elle passe pour un contrôle à 6%. On peut atteindre presque 12%, le double à 1 millimolaire. Ah! Et donc là, la clé, elle est ici et on s'arrêtera là. Effet du GABA sur la production, je vais peut-être un tout petit peu zoomer. Hop là, voilà. Hop. Voilà. Effet du GABA sur la proportion de cellules productrices d'insuline et de glucagon dans les îlots de Langerhans. Traitement reçu par les souris. Là, c'est mon témoin, solution saline. Et là, c'est mon traitement avec GABA. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que mes souris diabétiques, on est chez des souris diabétiques, je suppose, c'est pris non, ils n'ont pas mis. Là, avec GABA, j'ai beaucoup plus de cellules. Déjà, je vois que mon îlot de Langerhans entre le témoin et le traitement au GABA est important. Donc, j'en déduis que le GABA permet la multiplication cellulaire des îlots de Langerhans. Mais encore mieux que ça, si je regarde mes petits symboles ici, les petites étoiles, ce sont les cellules qui produisent de l'insuline, autrement dit les cellules bêta. Les petites étoiles ici, toujours cellules produisant de l'insuline. Les petits triangles, les cellules alpha, celles alpha qui produisent du glucagon. Et les triangles blancs, ce sont des cellules ayant produit du glucagon mais n'en produisant plus. Et regardez ce qu'a fait le GABA. Il a permis une dédifférenciation des cellules alpha qui se sont dédifférenciées pour se redifférencier en cellules bêta. Ça, c'est quand même super fort. Ça veut dire que cette molécule, ce neuromédiateur, agit sur les cellules alpha et permet leur conversion en cellules bêta sécrétrices d'insuline. Donc, non seulement ça permet la multiplication des cellules du pancréas, donc réaugmentation de la sécrétion d'insuline, paf, on comprend pourquoi mon insulinémie, tac, excusez-moi, je la cherche, elle est là, voilà, pourquoi ça augmente. Mais pourquoi ici j'ai une perte du taux de glucagon? Parce que ça permet une conversion des cellules alpha en cellules bêta. Voilà l'action magique du glucagon. Et donc ainsi, en ayant plein de cellules bêta, mon individu diabétique de type 1 se met à sécréter plein d'insuline, ce qui permet de rétablir une glycémie qui est à jeun trop élevée. Grâce à l'insuline, la glycémie va retourner vers la valeur consigne. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions?
Il n'y a pas de questions? Bon. Eh bien, il est 14h33. Alors, j'espère que pour tout ce qui est glycémie, ça va. Moi, je vous propose que pour la glycémie, on s'arrête là, sauf si vous voyez des sujets ou des documents ou des publics qui vous intéressent, vous me les envoyez et on les traitera la semaine prochaine sur la partie SP. J'attends que Luna elle écrive. Ok, donc si jamais vous avez si vous voulez que je poursuive encore sur des sujets de glycémie, avec plaisir. Si je reçois rien de votre part, s'il n'y a pas de questions sur la glycémie, si tout est clair, etc. pour vous, la semaine prochaine, je ferai ce que j'avais téléchargé, mais tant pis, je le ferai la semaine prochaine. Je reviens sur 2-3 points de biochimie qui étaient un peu méchants, sur la fermentation, sur le cycle de Krebs. On fera ça mardi prochain. Est-ce que ça vous va de faire comme ça? Ou vous voulez autre chose? On fait comme ça. Et puis la semaine prochaine, on est mardi. Donc je vous prends comme d'habitude de 13h30 à 14h30. Et puis après, moi, je me déplacerai au lycée pour faire le conseil de classe DTS 3. Qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus? Donc, soyez pas surpris. Vos appréciations, vous les avez pas encore en ligne. Moi, je les ai saisies et vos livrets scolaires et vos appréciations sur bulletin. Et donc, j'ai enlevé toutes les notes. De toute façon, en SP, vous n'en aviez pas. Mais le petit QCM que vous aviez fait avant les vacances, je l'ai mis en appréciation. Et vos notes que je vous ai mises aussi bien en SP, en confinement qu'en non SP, que je vous ai envoyées, je trouve c'est ainsi. Je les ai pas faites apparaître, je les ai gardées sur mon ordinateur. Je vous les ai envoyées à vous en mettant vos parents en copie. Bravo, parce que vous avez travaillé pendant le confinement et je vous félicite. C'est pas évident, mais je les mets pas dans les appréciations parce que voilà. Si jamais Madame Lenoble souhaite que je les mette, je les rajouterai, mais on n'a eu aucune donnée là-dessus et je préfère garder les formations qu'on a eues au premier et second trimestre qui sont représentatives puisque vous avez des moyennes qui ne sont pas faites avec une seule note. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Lundi prochain, il y aura cours ou pas? Ah oui, Alan, ben, je vous le dis demain, mais c'est férié lundi. Donc non, je ne vous fais pas cours lundi. Je me repose. Vous n'êtes pas fâchés? Je me repose un peu lundi, j'avoue. Je ne mets pas de réveil. Mais je comptais vous le dire demain. C'est vrai que j'aurais pu vous prévenir, mais avec tout je vois qu'Alan il est en train d'écrire. Non, les jours fériés, je ne travaille pas. Parce que prof de piano m'avait mis cours, donc ça aurait été problématique. Ok. Oh, la chance, c'est bien les profs de piano qui continuent de donner cours. Bravo à cette enseignante. Ouais, donc non, lundi, repos d'Hélène, elle se met en stand-by tout le week-end. Enfin, ça, je sais pas, mais oui, non, je travaille pas lundi. Voilà, voilà, pas de questions. Vous pensez bien sur Parcoursup, je ne sais plus qui est concerné, mais j'ai retenu 27 mai, il y a encore des trucs pour certains. Il y a un horaire, une date butoir, c'est demain. Donc, pensez à valider. Vous voyez que vos places dans les positions sont en train de diminuer, c'est super. Donc, voilà. Il y en a, là, j'ai regardé. J'attends d'avoir une bonne nouvelle comme vous pour vous envoyer des petits messages. Voilà, voilà. Eh bien, passez une très bonne journée. À demain. Et donc, Léa, pour votre bulletin, comme d'habitude, je n'ai pas la main. Donc, j'ai envoyé à Madame Gouillet mon appréciation pour vos 3e trimestre. Voilà. Et allez, bonne journée à tous. Mangez pas trop sucré. Préférez le gras. Allez, bonne journée.